Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Festival BD de Montréal. Donc c'est la table ronde sur la fascination du manga et on est commandité par la presse. Je me présente, je suis votre animatrice, je m'appelle April, je suis une artiste, BDiste et professeure de dessin manga depuis déjà plus de 10 ans. Je suis en compagnie aujourd'hui avec 3 artistes BDistes super talentueux. Alors ici, on a Sophie Bédard, bonjour. Bonjour. Olivier Carpentier. Salut tout le monde. Et Surya Sihachak. Bonjour. Alors, donc la table ronde, ça le dit dans le titre, Fascination du manga. Donc, vous le savez probablement, la bande dessinée japonaise, communément appelée les mangas, ont pris beaucoup de popularité dans les dernières années. Okay? Donc, notamment par l'aide des réseaux sociaux, les émissions, les séries qui sont beaucoup plus accessibles maintenant par Netflix, beaucoup de sites internet de diffusion d'animés, les lectures manga qui sont plus disponibles, accessibles maintenant dans les bibliothèques, les librairies ici à Montréal et un peu partout au Québec. Les artistes avec moi aujourd'hui sont des artistes qui sont inspirés du manga pour faire leurs projets. Ils ont peut-être grandi avec des mangas, peut-être ça les a marqués d'une façon ou d'une autre dans leur parcours artistique. Donc, première question à vous poser. Donc, vraiment, on va y aller sous forme de conversation, pas de stress. Puis bien sûr, si jamais vous avez des questions, on va prendre un petit 10 minutes à la fin de la table ronde pour répondre, d'accord? Donc, la première question. Donc, d'où provient votre fascination du manga? C'est très général, hein, votre fascination du manga. Mais pensez notamment vos inspirations, l'influence que celui-ci a eu sur votre parcours. Donc, qui veut commencer? Je peux y aller, tiens. Vas-y. En fait, moi, j'ai grandi en région à Joliette. Puis, dans les années 90, on n'avait pas encore beaucoup de mangas qui étaient traduits ou du moins distribués au Québec, puis encore moins en région. C'était que de la BD franco-belge à peu près qu'on avait. Puis je me rappelle, d'ailleurs, j'ai fait une petite BD là-dessus qui va paraître cet été dans Curium sur mon premier manga. Puis j'étais à la cafétéria un moment donné à Polyvalente, j'avais peut-être 13-14 ans. Puis là, j'écoutais les plus vieux parler à table à côté. Puis là, ils parlaient d'un manga qu'ils avaient vu à la bibliothèque. Puis là, il y a des têtes qui explosaient, puis des enfants mutants. Puis là, ça s'appelait Akira. Puis là, j'étais à la bibliothèque pour les... oui, j'ai mis mon chandail pour l'occasion. Fait que j'étais à la bibliothèque pour les emprunter, mais c'est dans la section adulte. Fait que là, mes parents, bon, il a fallu qu'ils signent l'autorisation. Puis quand je suis tombé là-dessus, ça l'a comme ouvert mes horizons. J'avais comme « Wow, je peux faire ça en bande dessinée, genre faire exploser des têtes, pis des tripes, Puis Attends, pas tous les mangas sont violents. Non. Je vous assurer, d'accord? Mais Akira, Et puis, mais en dehors de ça aussi, il y avait au niveau du découpage, tu sais, c'était très dynamique, tu lisais ça, puis tu sais, c'était comme rien que j'avais vu. Tu sais, bon, je connaissais Philippe Druyet qui explosait les cases, mais dans une façon un peu hors déco. Là, t'arrives dans du manga pour la première fois, tu sais, puis c'est les cases super dynamiques, t'as l'impression de lire un film, là, carrément. Fait que bon, comme tout enfant de 13-14 ans, ben, tu te mets à copier les dessins qui te font triper présentement. Donc, ça l'a influencé là, un peu mon travail à cette période-là, dessiner des personnages qui ressemblaient un peu plus à ce qu'on trouvait dans le manga. Fait que ça a vraiment été mon premier contact. Puis, je parle d'une influence tout de suite que ça a eu sur mon travail. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Puis pour ma bande dessinée, là, Vinyasa Ninja, qui est c'est une espèce d'hybride entre une espèce d'hybride entre de la bande dessinée. On sent beaucoup mes influences manga aussi. Puis c'est aussi un livre pédagogique, là, un livre d'entraînement pour les jeunes. Fait que sans essayer de copier, tu sais, puis de faire vraiment 100% du manga, j'ai quand même assumé beaucoup les influences dans le rendu, l'utilisation de trame en noir et blanc, de faire une BD qui commence avec quelques pages en couleur, puis qu'après ça, qui fait le son en noir et blanc, comme beaucoup de mangas. Fait que c'était un peu un projet, sans dire que c'est un manga, c'est quand même, il y a un côté hommage, là, puis on assume nos influences là, dans notre série, tu sais, puis à la fin, on a tout le temps une citation d'un personnage de manga, là, dans le tome 1, c'est Jiraiya dans Naruto, dans le tome 2, c'est Tortue Géniale dans Dragon Ball. Donc oui, ça nous a beaucoup inspiré pour Vinyasa Ninja. Super, ben merci beaucoup Olivier. Qui d'autre qui veut partager son influence, sa fascination du manga, son premier contact avec le manga? Veux-tu y aller, Surya? Ouais. Vas-y. Eh ben, j'ai un peu la même histoire que toi, je pense, Olivier.
Moi, j'étais très BD avant, je connaissais pas les mangas quand j'étais en primaire, des classiques, hein, donc Astérix, Tintin et compagnie. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai découvert vers l'âge de 8-9 ans Dragon Ball, j'ai tout de suite ressenti une sorte de fascination parce qu'il y a un décalage en termes de narration, en termes de personnages, et c'est très euh, comment dire, oui, c'est très inspirant de découvrir ça. Quand on est petit, quand on aime déjà dessiner, hein, découvrir quelque chose de si novateur, ça donne envie d'explorer plus et de se dire qu'il y a d'autres possibilités pour le dessin et pour la narration. Donc c'est commencé bien sûr avec les classiques de manga comme Dragon Ball parce que c'est ce qui était très connu à l'époque. Enfin même aujourd'hui maintenant c'est fou ça. Mais après j'ai découvert d'autres mangas comme les œuvres de Rumiko Takahashi et ça, c'est quand j'étais ado plus. Donc Akira de Katsuhiro Otomo aussi, un gros chef-d'œuvre qui m'a beaucoup impressionné. Et plein d'autres, voilà. J'ai fait mon petit bout de chemin comme ça en découvrant plein de mangas. Mais grâce à mon frère qui ramenait des mangas au Laos, parce que j'ai grandi au Laos en fait, il n'y avait pas de manga. Mais mon frère faisait ses études en France et donc il ramenait des mangas de France. Donc j'ai fait ma culture manga grâce à lui. C'est super, c'est bien que tu partages ça parce que justement, tu as grandi au Laos. Je me demandais, est-ce que vous avez des mangas au Laos? Moi aussi, je suis laotienne. Fait que, mais c'est intéressant que justement, lui a été en France. Il a ramené justement les mangas de la France pour te le partager au Laos. Je voulais juste corriger ce que j'ai dit. En fait, il n'y a pas de manga édité au Laos, mais en Thaïlande, comme c'est le même dialecte à peu près, ils lisent le thaïlandais, donc quand même ils lisent des mangas en thaïlandais quand même. Il y a même des animés, je pense, qui sont doublés en thaïlandais. Les chaînes thaïlandaises, en fait, on capte les chaînes thaïlandaises, donc on peut regarder des dessins animés comme ça. Voilà. Ah, c'est super. Ben, merci beaucoup, Souria. Merci. À ton tour, Sophie. Alors moi, mon premier contact avec les mangas, ça s'est fait, je pense, à l'école secondaire, que tout d'un coup, la bibliothèque de mon école secondaire s'est dit « Hey, on va acheter plein de mangas ». Donc, moi, je suis tombée là-dedans. Tu sais, je connaissais un peu les produits dérivés, mettons les animés et tout. J'avais vu des choses de Dragon Ball, mais je pense que à l'époque, c'était rendu Dragon Ball Z, puis c'était comme un truc violent et tout, puis ça me faisait peur et tout. Puis là, je suis tombée sur les premiers Dragon Ball, puis j'étais comme c'est tellement drôle. Puis même chose pour Naruto, je suis tombée vraiment là-dedans. Puis je pense qu'un truc qui m'a vraiment fascinée dans le manga, c'est le côté sériel. C'est le truc que tu t'attaches à des personnages qui sont bien écrits, super bien développés. Et après ça, tu vas les suivre dans plein de tomes. Et il y a vraiment une histoire qui se construit avec plein d'arcs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je suis tombée dans One Piece, puis il fallait tout. À un moment donné, j'ai arrêté parce que je pouvais plus, j'avais plus de place. Mais c'est ça, quand j'étais ado, j'avais comme les 70 premiers tomes de One Piece, j'aimais tellement ça. Ce truc-là je sais pas, ces espèces d'arcs narratifs avec des moments super émotifs, entrecoupés d'humour et tout. Puis c'était quelque chose que je trouvais pas nécessairement j'aime beaucoup la bande dessinée franco-belge ou américaine et tout, mais il y avait quelque chose que je m'attache pas autant et aussi longtemps. Il y a vraiment quelque chose que je trouve le fun dans le fait de pouvoir grandir avec des histoires et tout. Puis après ça, je suis tombée peut-être plus dans le manga shoujo indépendant et tout. Comme je pense que j'avais 17 ans, j'étais tombée à la grande bibliothèque. Bravo les bibliothèques de nous donner des mangas. Moi, c'est comme ça que ça m'a fait découvrir ça. Mais je suis tombée sur le travail de Kyoko Okazaki. Ça a un peu fait exploser mon cerveau. Kyoko Okazaki, c'est une mangaka qui est beaucoup inspirée comme de la mode, des modes de vie plus alternatifs que a eu un gros boom plus dans les années 80-90. Et elle a un dessin très jeté et très énergique. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Il y a vraiment quelque chose qui a... Puis tu sais, je parlais du côté sériel, alors que Kyoko Okazaki, elle fait pas vraiment de longues séries, elle fait plus des one-shots ou des histoires assez courtes. Mais ouais, comme il y avait quelque chose de très libre dans le dessin qui m'a vraiment accroché. Fait que le manga permet un peu tout ça, tu sais, moi j'ai un peu de la difficulté avec le fait de dire mais tous les mangas sont dessinés pareil. Non, c'est vraiment pas vrai. Oui, il y a des codes culturels et tout, mais tu sais il y a plein c'est vraiment comme
un médium super riche, puis juste comme des codes culturels qui sont différents des nôtres. Fait que nous, on va juste voir les différences, mais après, il y a vraiment une panoplie de possibilités là-dedans. Ouais, puis sont quand même assez catégorisés aussi. Tu sais, t'as des seinen, justement, comme Akira, tu sais, qui sont plus pour les adultes, les shonen pour les jeunes garçons, les shoujo. Et évidemment, il n'y a rien qui empêche une fille de lire un shonen et tout. Puis juste pour revenir sur le côté sériel, c'est vrai que ça aussi, moi, ça m'a fait embarquer beaucoup. Je me rappelle mon premier coloc qui avait les 42 Dragon Ball. Puis, tu sais, j'étais en fin de session. J'avais un film d'animation, ben pas un film, mais une courte animation à faire. Puis, je me suis mis à lire ces Dragon Ball, tu sais. Puis, t'es rendu 1h du matin, puis t'en finis un, puis t'as envie de commencer l'autre. Tu dis, ouais, là, le soleil va se lever. Il faudrait que je finisse mon travail de fin de session. Mais oui, il y a un côté très page-turner que cette série-là, il arrive. Puis, comme tu as dit, on s'attache au personnage aussi. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'informations sur la fascination du manga. Mais oui, c'est ça. Donc, aussi un petit rappel, hein, les mangas, c'est pas tout violent. Il y en a vraiment pour tous les genres. Tu viens de les nommer. Shonen, shoujo, seinen. Josei aussi, c'est le contraire de seinen, si vous savez. Josei, c'est comme les madames 25 ans et plus dans leur crise de... Ouais, voilà. Donc, vraiment, des mangas éducatifs, historiques. Il y en a un peu de tout pour tous les goûts. Est-ce qu'on a des amateurs de manga ici? Levez la main. Ouais, il y en a un dans Xavier Katia. Excellent. Alors, on va passer à la prochaine question, toujours en lien avec la fascination du manga. Mais faut pas oublier, manga, oui, c'est une bande dessinée, mais aussi c'est une culture. Donc, ça touche vraiment un peu de tout. On parle de dessins animés, on parle de cosplay. Cosplay, c'est quand on se déguise dans nos personnages préférés, on va à des conventions, on confectionne nous-mêmes nos costumes. C'est le même phénomène qu'on voit aussi à Comic-Con. Les jeux vidéo. Ça, les jeux vidéo, les personnages d'animés, de manga qui sont recyclés aussi dans les jeux vidéo, on les voit aussi apparaître là-dedans. C'est drôle à dire, mais Pokémon, c'en est un. Ouais, on l'oublie tout le temps. Pokémon, c'est un jeu vidéo à la base, mais c'est aussi un manga, c'est une animation. C'est vraiment un peu de tout, en fait. La musique japonaise, le J-pop, okay, il y en a qui vont avoir leur premier contact avec la culture japonaise, les mangas par la musique. Et donc voilà, vraiment tout plein de hobbies connexes. Donc ça m'amène à vous poser la prochaine question. Quel aspect du manga semble intéresser le plus les amateurs selon vous? Ben, sans nécessairement de parler d'un aspect spécifique, puis je pense que tu l'as bien dit en entrée de jeu, là, les Netflix qui s'est mis à acheter des droits sur un paquet de mangas, ça aussi, ça l'a généré, je pense, beaucoup d'arguments. Mais un moment donné, j'en jasais avec d'autres amis BDistes, puis évidemment, les thèmes, les styles sont super variés, mais le contexte, je pense que les jeunes, en général, sont plus capables de s'identifier, que ce soit des histoires de ninjas, de super-héros ou d'anges de la mort qui chassent des démons qui viennent dans notre monde. Souvent, ben, c'est autour d'une gang de jeunes qui ont aussi des intrigues par rapport à l'école, par rapport à leur relation amicale ou amoureuse, versus le comic book. Tu sais, un jeune de 13 ans qui est en train de lire une histoire, puis c'est Wolverine en train de boire du whisky puis de fumer des cigares dans un bar parce qu'il est déprimé puis la vie c'est de la merde. Les jeunes vont moins s'identifier à ça que hey, on a un examen là puis là il faut qu'on se prépare pour le tournoi à l'école. Donc ça je pense que ça joue beaucoup pour l'attrait pour les jeunes, le fait que même si c'est des super-héros, des ninjas avec des pouvoirs capables de détruire des planètes, ça reste des personnages qui ont aussi une réalité qui sont quand même semblables là, au niveau des enjeux à ce que les jeunes peuvent vivre dans leur quotidien. Ça, je pense que ça joue beaucoup. Là, voilà. Non, effectivement. Puis surtout avec les jeunes, on sait qu'il y a une grande popularité là, de notre manga auprès des 9 ans et plus. Les pré-ados, surtout, parce qu'ils sont à la recherche de leur identité, d'un style, d'un groupe, une identité, bref, puis souvent ils vont passer par les mangas. Ouais. Puis t'as parlé de Comic-Con puis de cosplay. Tu sais, moi, je fais le Comic-Con de Montréal depuis la première année, à peu près là, de 2008. Puis j'ai vu l'évolution des cosplayers, donc ceux qui se costument en personnages, puis aussi des exposants puis des exposantes. Tu sais, puis le manga, l'animé prend de plus en plus de place. Puis je pense que maintenant, il y a plus de personnes qui vont se costumer en personnages de manga ou de jeux vidéo japonais
camp super-héros. Puis je parlais à un de mes amis qui lui aussi est au Comic-Con depuis des années. Puis tu sais, lui, il fait beaucoup de fan art de Marvel, de Star Wars, de tout. Puis c'est l'année passée, je pense, à un moment donné, il regardait la foule puis il dit « Ouais, OK, là, il y a vraiment un changement qui se fait. » Puis moi, je suis comme plus vraiment dedans là, avec mes Iron Man puis mes Stormtroopers. Là. Il disait l'intérêt est en train de shifter là, en bon français, là, chez les jeunes surtout. Donc, je vais reprendre au bon ce que tu disais par rapport au cosplay. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Oli. Est-ce que Sophie, Surya, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Donc, en lien, pour un petit rappel, quel aspect du manga semble intéresser le plus les amateurs? Mais je pense qu'il y a l'aspect, comme on a dit précédemment, l'aspect série qui est vraiment présente dans les mangas et qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres livres. Celui qui finit par un cliffhanger, par exemple, toujours, c'est très prenant, je pense. Enfin, moi, je trouve que c'est un aspect que je ne retrouve pas forcément, pour l'instant, en tout cas, dans d'autres BD. En tout cas, c'est pas autant amené. Parce qu'aussi, il faut savoir que c'est assez rapide, la production. Donc, on a vraiment cette impression de série qu'on va s'habituer à lire régulièrement. Et je pense que c'est un des points forts des mangas, c'est l'aspect série qui nous pousse à continuer à suivre les personnages et l'histoire. Que ce soit pour les adolescents ou même pour les adultes, pour les mangas adultes, il y a quand même ça, je pense. Donc, on parle de 74 volumes de One Piece, 1025 épisodes à suivre. Ouais, mais C'est ça qui accroche. mais même quand on parle de séries plus courtes, que ce soit 10 tomes ou 20 tomes, c'est déjà beaucoup quand on y pense par rapport à des BD franco-belges. Ou quand on parle de BD franco-belges, de séries, je parle pas de one-shot. En Bully Bill, il y a beaucoup de tomes, mais c'est que des histoires courtes. Là, on parle à chaque fois, à la fin du tome, on attend la suite, en fait, comme un épisode de série. Ouais. Ouais, c'est vrai parce que, tu sais, mettons une série de mangas que moi j'aime bien, Full Metal Alchemist, c'est 27 tomes. On trouve ce court, tu sais, comparé à des One Piece, des Naruto et tout. Mais en effet, quand on transpose ça et qu'on compare avec ce qui se fait en Europe, c'est une grosse série, 27 tomes, pas de one-shot aussi. Tout à fait. Est-ce que ta prochaine série, ça va être 78 tomes, Molly? Non, j'aimerais ça, mais puis ça aussi, c'est un autre truc, tu sais, c'est que le rythme de production des mangas est très, très rapide. Ouais. Puis moi, en plus, je dessine pas vite, fait que non, je peux pas accoter ça. Puis, même si c'est déchirant, parce que j'ai tellement de choses à raconter. Je vise plus 15 tomes. C'est bon, c'est un bon chiffre. Good. Sophie! Mais ouais, je pense que un des aspects que vous avez dit, le rythme de production, c'est quelque chose qui permet un suivi plus serré du public. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je faisais un truc pas correct qui était d'aller lire des mangas sur les sites de scan. Faites pas ça, c'est pas correct. Mais je le faisais, puis tu sais, comme à chaque semaine, il y avait comme le nouveau chapitre qui sortait, puis j'étais comme « Oh my God, je veux avoir la suite » et tout. Fait qu'il y a un truc tu rythmes la lecture, puis ben il y a un côté négatif à ça qui est que souvent le rythme de vie des mangakas c'est épouvantable, genre leur rythme de travail, mais ça fait qu'on a plein de mangas à lire, fait que c'est le fun. Je pense qu'un autre truc que moi qui m'a particulièrement touchée, c'est l'accent qui est mis sur l'émotion dans les mangas. Tu sais, mettons, je parle de mangas d'action comme mettons One Piece, qui est quand même un manga assez humoristique et tout, puis d'aventure, mais mon Dieu, il y a des arcs que c'est tellement émotif, puis c'est des trucs d'amitié que des gens qui se déchirent sont comme « Tu m'as trahi, mon ami! » Puis je lis ça, puis j'ai envie de pleurer, puis je suis comme « Oh my God! » C'est comme le truc le plus intense que j'ai lu de ma vie, fait que il y a vraiment une attention particulière qui est mise sur les émotions, sur le monde intérieur des personnages, puis ça fait quelque chose qui est très entraînant. Tu sais, tu te sens concerné par ça, t'as un lien émotif avec qu'est-ce qui se passe dans la vie des personnages, puis aussi au niveau de la mise en page, comme qu'est-ce qui sur quoi l'accent est mis sur le visage des personnages, sur leur expression, je sais pas, il y a quelque chose qui donne que moi ça a eu un gros impact sur moi.
En effet, dans les mangas, donc les expressions faciales jouent beaucoup un grand rôle sur comment est racontée l'histoire. Tu sais, on les reconnaît surtout par les gros yeux, le nez pointu, la petite bouche, les exagérations, des icônes qu'on utilise dans les mangas. C'est comme un personnage de manga est fâché, c'est la petite veine qui sort là sur le côté. Quand le personnage est désespéré, t'es à côté d'un ami qui raconte une blague vraiment plate, il y a une petite goutte d'eau. Le personnage est en amour. Ben, on va avoir les petits blushs rouges, c'est les lignes rouges qu'on voit sur les joues des personnages. Donc, c'est vraiment des codes qu'on capture de ce style de bande dessinée-là. Okay. Fait que c'est super. Là, je viens de voir que le PowerPoint, est-ce qu'il fonctionne? Tout est beau. OK, les images défilent encore. Parfait! Alors, allons-y à maintenant la prochaine question. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il existe énormément de genres de manga. Il y en a pour tous les goûts. Mais selon vous, quel genre de manga est le plus populaire? Ben, j'ai pas de statistiques, mais je pense que vite comme ça, je dirais le shonen, là, tout de suite les gros noms auxquels on pense, là, que ce soit Dragon Ball, Naruto, One Piece, le shonen est quand même omniprésent dans la culture populaire. Là. Après, j'ai pas les statistiques, puis bon, je me base sur mon entourage, puis sur ce que je vois au Québec. Là. Peut-être qu'ailleurs, c'est le seinen ou le shoujo qui pogne plus, mais au Québec, j'ai l'impression que c'est pas mal le shonen. Là. Mm-hmm. Puis, ben, est-ce que vous savez ce que ça veut dire shonen? Non? Je sais que c'est les mangas pour les jeunes garçons, là, mais Oui, voilà. littéralement, Ben, la traduction, jeune non? garçon, c'est tout, ouais. Donc, shonen, jeune garçon, shoujo, c'est le contraire, jeune fille. Seinen, ben, c'est des adultes, donc des hommes. Josei, femme. Kodomo veut dire enfant, donc c'est des mangas pour enfants. Là, les chi, je sais pas si vous connaissez ça, là, le chat gris, là, chi, là, ouais. Ça, puis habituellement, les kodomo sont en couleur parce que justement, ça capte visuellement les enfants. Puis etc. Puis les sous-catégories aussi, donc les phénomènes de isekai qui commencent à devenir de plus en plus populaires. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les isekai dans le public? Ouais! Donc, isekai, pour vous résumer ça rapidement, vu que ça prend beaucoup de popularité, c'est le personnage qui meurt et qui se réincarne dans un autre monde. Donc, c'est toujours ça, la base du isekai. OK, parfait. Quand ils se ramassent dans des réalités alternatives, mettons, comme comme Sword Art Online, voilà. ça compte comme du isekai? Ça compte comme un isekai. En fait, isekai veut seulement dire dans un autre monde. Puis honnêtement, ça prend toutes les formes. Je pense que récemment, ils vont sortir un isekai. C'est je me réincarne en machine distributrice. C'est même pas une blague. Non, pour vrai. Là, tu vois le personnage, littéralement, tu sais, les machines distributrices qu'on voit au Japon, avec des gros yeux kawaii, là. 72 excellent. pages de... 72 pages. Pouvoir de 72 tomes, l'amitié. Donc, ouais, voilà. Cliffhanger à la fin du tome, est-ce qu'ils vont me remplir d'ici le début du prochain? J'ai plus de chips. Puis, toujours pour continuer avec les shonen, la raison du pourquoi c'est populaire, puis non, vous avez raison, c'est le shonen, manga pour petits garçons, mais généralement parce que le personnage principal va être un garçon, mais les filles aussi vont lire les shonen, tu sais, les Naruto, les One Piece, comme vous le dites, les Dragon Ball. Aujourd'hui, je pense que la génération suit beaucoup plus Demon Slayer, My Hero Academia. Donc, c'est des bonnes séries de shonen qu'on peut commencer. Il y a des exceptions, là. J'ai des élèves de 8 ans qui lisent des Attack on Titan. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment, étant donné que c'est beaucoup plus un genre qui est général puis qui vient toucher beaucoup de monde, c'est par là qu'il va aussi gagner sa popularité. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le shonen? Moi, oui, j'avais Vas-y, Souria, vas-y. relevé quelque chose avec vous. Oui. En tant que personne occidentale, est-ce que vous ne pensez pas que ces termes sont acceptables pour notre culture? Je me pose souvent la question parce que, enfin, peut-être au Japon c'est acceptable, je sais pas trop, mais en France, la catégorisation de vente d'objets pour hommes, femmes ou autres, c'est pas acceptable, bien sûr. Dire que ça, c'est pour les femmes, par exemple, qu'un livre est axé pour femmes et pas pour les hommes, ou à l'inverse, c'est étrange quand même. Est-ce que utiliser ces termes, pour vous, c'est bien ou normal? Ben, c'est sûr que je pense que le monde qui connaît ça sont au courant qu'il y a des shonen, il y a des shoujo dans les librairies, ça peut être séparé. Mais comme April l'a dit, je pense que les lecteurs et les lectrices s'en formalisent pas trop. En tout cas, les filles vont aller lire du shonen. Est-ce qu'il y a beaucoup de garçons qui lisent du shoujo? Je le sais pas. Mais oui, au Japon,
moi, je trouve ça problématique, en fait, là, à quel point que la catégorisation est forte. Puis même une autrice, moi, j'ai appris ça fait peut-être 2-3 ans. Je reviens sur Full Metal Alchemist. C'est une autrice qui l'a fait, mais c'est un shonen pour les jeunes garçons. Donc, il a fallu qu'elle masculinise son nom. Moi, je savais pas que c'est une femme qui l'avait fait. Elle a tweaké son nom pour lui donner une connotation masculine pour que ça soit accepté au Japon, parce que sinon, ça n'aurait pas passé une fille qui fait du shonen. Ça, je pense qu'en 2023, je veux dire... puis évidemment, c'est d'autres codes culturels, mais tu sais, je pense qu'on peut dépasser ça, tu sais, cette catégorisation-là. Aussi, en Europe, les termes, donc shonen, shoujo, souvent sont mal compris des fois, c'est-à-dire qu'ils ont réinterprété les termes comme shonen, c'est manga d'aventure, et shoujo, souvent, ils vont dire que c'est manga de romance, par exemple. Alors qu'en shoujo, normalement, il y a aussi des mangas qui sont de l'aventure ou d'horreur, des choses comme ça. Et souvent, ils vont juste remettre dans un label et dire que ça, c'est de la romance, donc on va appeler ça un shoujo. Ou mettre, tu sais, le petite barre shoujo là, sur la tranche. Effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, non, voilà, c'est juste tout ce que j'avais à dire. C'est vrai que c'est un débat qui se pose dans la communauté des auteurs quand même, parce que souvent quand on parle au public, c'est plus facile de le vendre quand on dit voilà, j'ai fait un shonen, parce que tout de suite dans leur inconscient, ils vont se dire j'aime bien, c'est un manga d'aventure justement. Ouais. C'est ce qu'ils vont se dire. Mais moi personnellement, j'essaye de vendre ça directement plus en utilisant des termes comme justement les bons termes comme aventure ou science-fiction, science-fiction. Ouais. Et je sais pas si c'est la bonne manière de faire, bien sûr. Mais pour l'instant, comme j'y réfléchis, je préfère juste utiliser ces termes-là. Mais moi, je vois un peu de tous les termes, là, honnêtement. Comme tu as dit, les mangas placés aventure, science-fiction, je pense que ça dépend des librairies. Puis les termes shoujo, shonen, tout ça aussi, ça va dépendre des librairies. Mais c'est un bon questionnement, ça. Et c'est à cause des éditeurs. Hein. Oui, c'est voilà. eux qui mettent ça en avant. Du coup, les librairies doivent reprendre ces termes-là pour catégoriser leurs livres après. Mais c'est parce que ça se vend plus facilement, c'est tout. Il y a un côté pratique. Des pratiques, exactement. C'est comme, je déteste profondément le terme roman graphique. Mais en même temps, il y a un côté pratique. On sait sur quoi on va tomber. On ne tombera pas sur un 22 pages molle de Spider-Man. Quand je fais un roman graphique, tout de suite, c'est à peu près... Ça peut être quoi comme format? Fait que c'est peut-être ça aussi c'est peut-être plus simple là, commercialement. OK. Est-ce que Sophie avait quelque chose à ajouter sur le sujet? Au-delà des termes dans le manga, je pense qu'un truc qui sera toujours un peu dommage pour tout ce qui est produit culturel, c'est que quand le héros d'une histoire va être un garçon, ça va être grand public, et quand le héros d'une histoire va être une fille, ça va être ciblé pour les filles. Et ça se voit un peu dans tout ce qui est shonen et shoujo et tout. Puis moi je viens des deux écoles, puis c'est ça, quand mettons des histoires plus de romance, ou je sais pas, comme des histoires plus quotidiens et tout, et après plus des mangas d'aventure, d'amitié très intense et tout. Puis moi j'ai tout ce paysage là, mais c'est toujours ça que je trouve un peu dommage. Puis ça va y aller pour même des trucs comme Harry Potter. Tu sais, est-ce que Harry Potter ça aurait autant pogné si ça avait été Harriet Potter? Il y a un problème de représentativité pour les mangas pour adolescents. Et on le remarque, on intervient dans des collèges, par exemple, ou lycées. C'est que quand on demande ce qu'ils lisent, ils lisent tous forcément des mangas d'aventure. Et avec des personnages principaux qui sont masculins. Et on sent que c'est peut-être l'édition au Japon, peut-être qu'il ne met pas en avant les personnages principaux féminins, peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, en fait, ils n'ont pas d'héroïne de manga, quoi. Les adolescents, je veux dire, hein, parce qu'après, si on pousse plus loin, bien sûr, il y en a, mais entre eux,
je leur pose la question, est-ce que vous lisez d'autres mangas qui ne sont pas des mangas d'aventure? Il n'y en a pratiquement aucun qui vont aller rechercher autre chose, parce que c'est les blockbusters, ils vont pas aller chercher des mangas de romance, mangas d'horreur, ou même des mangas de science-fiction. Ils vont juste rester sur les classiques Demon Slayer, ou One Piece, Naruto, et l'image de la femme dans ces mangas, est-ce que c'est vraiment... Ouais, non, on comprend. Non, mais On non, mais le c'est sait, ça, on le mais sait. non, c'est ça qui est dommage, c'est que souvent la femme va être un peu utilisée en faire valoir ou pour amener une autre dimension à l'intrigue, mettre de la romance, alors que finalement, ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire de mettre de la romance dans ce récit-là. Tu sais, puis je pense à Naruto, tu sais, leur équipe, le Team 7, sont 7, puis Sakura est vraiment moins bonne que les autres. Tu sais, puis là, à un moment donné, elle step up. Puis là, OK, là, elle arrive avec son plein potentiel dans son combat contre le marionnettiste là, d'Akatsuki. Puis là, OK, c'est cool, là, elle prend sa place. Puis non, ça, c'était son top. Là. Après ça, elle retombe inutile. Puis on voit ça dans beaucoup d'autres trucs. Même aussi, tu sais, puis c'est ça, il y a des différences culturelles, tu sais, la notion de consentement, puis tu sais, d'être voyeur, d'attraper les fesses, des seins, tu sais, des trucs qu'on accepte quand c'est dans du manga, mais que si le même livre dans la même librairie, si c'était une œuvre québécoise ou franco-belge, on dirait, ben voyons, ça n'a aucun sens. Fait que voilà, de fanservice. Ouais. Ouais, le fanservice. Ça, c'est une des choses qui me rend picky un peu avec mes mangas. Là. C'est le moment où je vois des scènes comme ça, je me dis, ouais, non, on va fermer le livre, on va passer à autre chose. Tu fais le tri. Mais oui, voilà. Là, je voulais dire quelque chose, j'ai complètement oublié, mais merci parce que vous soulevez vraiment des points intéressants sur le sujet. Puis on s'éloigne un peu du sujet, mais j'aime ça tourner autour quand même de nos sujets principaux. Je voulais pas plomber l'ambiance. Mais non, hein. c'est correct. C'est pour ça qu'on fait des tables rondes. Ça amène des questionnements. Puis justement, là, tu vois, tu me dis, dans les shonen, on voit toujours le personnage masculin. Puis là, il y a un running gag qui arrive. Il y a toujours un trio dans les shonen. T'as celui qui parle trop fort, t'as le pervers, t'as le sidekick qui fait rien. Okay, c'est comme, voilà. Mais en même temps, tu sais, toi, ton personnage, Tali, c'est le personnage principal, c'est une femme. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé, en fait, d'avoir un personnage féminin forte? Pas spécifiquement, je pense. J'avais envie d'écrire un bon personnage, ça c'est sûr. Mais quand j'ai eu l'idée pour Tali, ça m'a juste... En fait, j'avais déjà l'idée du personnage. Et c'est pour ça que c'est un personnage féminin. J'avais pas envie de proposer un message novateur sur le féminisme. J'avais juste envie de faire une bonne histoire et un bon personnage. Et juste, je pense que j'aime beaucoup dessiner les femmes aussi. Je sais pas si ça compte. Mais ouais, du coup, j'ai un peu tourné tout autour du personnage principal que j'avais envie d'écrire après. Mais les inspirations que j'ai, par contre, oui, sont des personnages... de femmes fortes que je trouve bien écrites, notamment Orgueil et Préjugés, par exemple, qui est un de mes livres préférés. En fait, Tali, hein, le personnage est directement inspiré d'Elizabeth Bennet en termes de caractère et de comment elle communique, etc. C'est une grande inspiration pour moi. Et pareil avec plein de shoujo que j'ai lus, comme Ayazawa Inanna. Et il y a un animé que j'adore qui s'appelle Karekano. C'est un manga aussi à la base, hein, qui juste le personnage principal est juste incroyable, je trouve, au niveau du caractère. Et pareil, c'est des personnages qui ont beaucoup de choses à dire, je pense, et et que je trouve en tout cas sont pas dépendantes, je pense, des hommes dans ces œuvres-là. Donc c'était des grosses inspirations. Ouais. OK, good, merci. Est-ce qu'il y en a qui voulaient ajouter autre chose? Non? OK. Oh, il y a le téléphone de quelqu'un qui sonne. Alors, donc on va arriver à notre dernière question. Puis là, dépendant du temps qui va nous rester, soit qu'on va prendre des questions. J'ai même un petit quiz si jamais. Mais ouais, donc cette question, c'est beaucoup plus axé sur votre processus de création. OK? Donc, quand c'est le moment pour vous de travailler sur les scénarios, ancrer vos pages, apposer des trames, comment est-ce que le manga vous a inspiré à créer vos œuvres à ce moment-là? Donc, je parle pas de vos inspirations comme les shonen avec lesquels vous avez grandi, que vous avez lus, mais
tu sais, picturalement, ou juste sur le plan de l'histoire, le storyboard et tout ça. Donc, quel rôle est-ce que le manga a joué dans votre processus de création? Est-ce que j'ai été claire? Oui. Ouais. Good. Alors, de mon côté, tu sais, je parlais des sites de scan qu'il faut absolument pas y aller pour lire des mangas. Achetez vos mangas, s'il vous plaît. Mais moi, je faisais ça quand j'étais ado. Puis ma première vraie bande dessinée, c'est une série qu'au final, c'est sorti en 4 tomes et ça s'appelle Le Glorieux Printemps. Et comment j'ai commencé ça? Ça a été sous forme de webcomic. Donc, j'ai fait un site Internet et comme à toutes les 3 semaines, je publiais entre 10 et 15 pages. Donc, comme il y avait vraiment... j'essayais en couleur? Non. C'était dessiné très rapidement. Ça fait mal quand t'as dit 10-15 pages de 3 semaines. Ah, mais si tu voyais les pages, ça ferait moins mal. C'est super beau, le vieux printemps. Mais c'est ça, comme moi, je voulais vraiment faire un truc que c'était une histoire sur la vie de tous les jours de des ados. Il y a un truc très québécois là-dedans. Tu sais, ça se passe dans une école secondaire, c'est des ados qui chillent puis qui font rien. Mais en même temps, je trouve que c'est facile pour moi de voir le lien entre ça puis les mangas, que c'est plus des mangas que c'est du quotidien à l'école. Je pense que j'ai repensé à un manga / animé qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais ado, c'était School Rumble. Ah, je connais. Ouais. Puis ben tu sais, moi c'est beaucoup plus terre à terre que ça, mais tu sais il y a le truc de les petites romances, les histoires d'amitié et tout. Puis vraiment le rythme, tu sais, je voulais sortir cette histoire-là le plus rapidement possible. Puis c'est ça, jusqu'à tout récemment, je suis restée très dans le réalisme et tout. Puis aussi dans un découpage très classique. Parce que je sais pas, je m'étais jamais poussée à explorer ça plus que ça. Et là, mon projet sur lequel je travaille en ce moment, je reviens beaucoup à ces premiers amours-là. Au niveau du découpage, au niveau du rythme, c'est une histoire qui va mélanger le réalisme mais aussi le fantastique. Ça va être une histoire d'aventure avec une héroïne féminine, ok. Mais en même temps, ça se passe dans un centre commercial sur la Rive-Sud, fait que c'est comme... C'est pas fou, fantastique, ça se passe pas à Tokyo, mettons. Mais c'est ça, comme au niveau du découpage, je me laisse beaucoup plus aller avec... ça va être la première fois que je vais faire une bande dessinée où il va y avoir plein de bleed, tu sais, c'est un détail, mais c'est vraiment quelque chose qui est marquant du manga dans le sens que ça fait en sorte que, je sais pas, la lecture est pas la même, comme ça fait en sorte que des passages peuvent beaucoup plus respirer, prendre de l'ampleur et tout, et là, je vais me permettre ça, et c'est ça, une mise en page beaucoup moins des cubes qui se suivent, et comme, je sais pas, je me laisse beaucoup plus aller, et je trouve ça le fun d'accepter enfin à quel point ça m'a marqué le manga, puis je pense que qu'est-ce qui me permet ça, c'est aussi que le manga comme a de plus en plus des lettres, retrouve ses lettres d'honneur qui lui sont dues, et c'est pas juste un espèce de produit dérivé un peu weird que les ados bizarres vont lire dans un coin à l'ombre, mais vraiment comme une œuvre en soi avec des artistes vraiment super marquants et inspirants. J'aime vraiment ça, là. Ben, juste pour revenir au ton histoire qui se déroule sur la Rive-Sud, là. Honnêtement, j'encourage fortement ça de faire des mangas en lien avec l'identité québécoise. Comme à quand le shonen qui va parler du chef qui veut devenir le meilleur chef de poutine, tu sais, comme en 50 épisodes, encore une fois. Oui, vas-y, Ali. Je connais quelqu'un qui a l'idée de ce projet-là. Oh! Shonen Poutine. Il va falloir que tu m'en parles plus en détail. Tu la connais aussi. Ah oui? Ben moi, tu sais, pour l'influence des mangas au niveau de la méthode de travail, bon, c'est sûr, dans Avignation, on essaie de reproduire certains codes là, avec les trames et tout, mais là, j'ai une nouvelle série qui est scénarisée, que je vais commencer incessamment, puis c'est plus au niveau du scénario. Tu sais, le format va être très européen, 50 de pages, grand format, cartonné et tout, mais avec un ton très shonen qui va se passer au Québec dans l'entre-guerres, là, dans les années 1920. Puis justement, c'est un peu la dynamique shonen, gang d'enfants, aventure, amitié, persévérance, donc tu sais des thèmes qui sont assez récurrents dans les shonen avec un humour un peu débridé, puis on parlait de trucs, tu sais, d'émotions, tu sais, ben justement
d'aller chercher ça. Tu sais, oui, c'est de l'aventure. Oui, des fois, on peut décrocher puis avoir des jokes très slapstick. Mais aussi, tu sais, j'ai envie que peut-être qu'à un certain moment dans ma série, ben, que les gens ils pleurent ou qu'il y ait un moton parce qu'ils se sont attachés aux personnages. Puis ces personnages-là, même si c'est de l'aventure puis qu'il y a du goofy, ils vivent quand même des trucs personnels qui sont durs. Donc moi, pour ma prochaine série, c'est plus justement au niveau de la scénarisation, de la dynamique que je m'inspire justement de ce qui se fait en manga, même si le format va être très, très, très européen. Ouais, j'ai pas bu de temps, vas-y. D'accord, ben merci beaucoup, Guy. Merci, Sophie. Je vais attendre que tu aies fini ta gorgée. Ah, c'est correct, je sais, tu peux boire de l'eau. Je peux faire un petit jingle en attendant. Ouais, vas-y. J'ai pas grand-chose à ajouter, mais ça a inspiré aussi, moi, le découpage, surtout le rythme. Pour moi, le manga, ouais. L'émotion, le rythme. Peut-être l'écriture aussi, au niveau des dialogues. Non, Ayazawa, surtout, elle fait super bien ça. Comment ils se répondent les uns les autres, c'est très naturel, je trouve. Puis ça, j'ai oublié de demander aussi. J'ai regardé rapidement ce que vous avez fait. Oui, on ressent beaucoup l'inspiration manga, mais côté onomatopée. Dans les mangas, on utilise beaucoup les onomatopées japonaises. On utilise mais ça devait dépendre des mangas, du hiragana, ou même des fois des kanji, dépendant de la scène et de l'importance. Mais nous, ici, on est limité quand même, parce que les Japonais ils ont vraiment des onomatopées, non seulement pour le son, mais l'état d'émotion. C'est pas nécessairement un bruit, c'est pas nécessairement un... Tu sais, mettons un personnage qui a chaud, je pense que le son qui vient avec, c'est hoku hoku, doki doki, quand le cœur bat, quelque chose qui est comme fondant, puis un personnage mange, on l'entend pas, tu sais, nécessairement, mais shabu shabu, tu sais, bref, des choses comme ça, là. Est-ce que vous l'utilisez, ces techniques-là, dans votre bande dessinée, ou est-ce que vous utilisez juste les onomatopées comme français, anglais, puis oui. ça va? Pardon. Oh, bon, allez-y. J'allais dire, c'est compliqué, non, si on ne sait pas écrire japonais, parce que dans ces termes-là, qu'ils utilisent pour les émotions en onomatopée, ça veut dire quelque chose. Donc, j'ai l'impression, hein, donc pour moi c'est un peu complexe, mais je mets juste des sons plutôt à l'européenne, ouais, totalement. Pareillement, même chose. Pareil, puis toi? Ouais, puis moi en plus, c'est vraiment pas ma force parce que je suis vraiment pas très bonne en calligraphie tout court. Donc c'est pas quelque chose que j'ai essayé de pousser. Par contre, un truc que j'aime bien faire, c'est travailler avec la hiérarchisation des dialogues. Tu me fais penser à ça avec Ayazawa, c'est que, mettons, il va y avoir une discussion en premier plan, c'est la première discussion, et là, les personnages secondaires, ils font comme des remarques sur qu'est-ce qu'il est en train de se dire, puis c'est comme, génial, ça. Ouais, mais ça, j'aime beaucoup ça, faire ça, mais les onomatopées, non, c'est vraiment pas ma force à date. Peut-être éventuellement, mais non. D'accord, merci. OK. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, toujours au niveau du rôle du manga que ça a eu sur votre processus de création? C'est un format qui est vraiment intéressant, je pense. Hein. C'est très différent de ce qu'on peut proposer en BD. Donc, que ce soit le nombre de pages, ça permet de justement avoir des temps de rythme beaucoup plus serrés, moins d'hélices de temps. Le noir et blanc, pour moi, c'est hyper pratique parce que j'aime coloriser des centaines de pages. Je trouve que c'est vraiment pas... Enfin, je dis ça parce que je l'ai fait sur mes premiers tomes. Sur mes premières œuvres, j'étais illustrateur. J'avais plus de 100 pages à faire en couleur. Bon, c'est faisable, hein, c'est ce que font les BDistes, mais je trouve ça tellement long, en fait. Et puis, surtout, quand j'étais en numérique, c'était de remplissage, quoi. Donc, c'est pas très intéressant pour moi. Donc, le noir et blanc, l'esthétique est vraiment pratique. Et voilà, quoi, je sais pas. Pour moi, c'est un format qui est vraiment intéressant pour raconter une histoire. Ouais, puis là, on ouvre sur d'autres choses, mais ça, je trouve ça fascinant aussi. Parce que bon, on parle de couleurs. Tu sais, les mangas, on est habitué que ça soit en noir et blanc.
même les mangas pour les jeunes. Puis c'est super bien accepté. Tu sais, un enfant va tomber sur un manga, il est en noir et blanc, c'est pas grave. Par contre, quand tu arrives dans un autre format, un format européen, tu fais une BD jeunesse, si tu as fait en noir et blanc, ça marchera pas. Puis même si c'est un dessin un peu manga, je sais pas, il y a une espèce de blocage, puis de catégorisation psychologique qui fait que oui, OK, un manga pour enfants en noir et blanc, pas de problème. Tu sors le même truc, mais dans un autre format, cartonné, 50 pages, noir et blanc, ah ben c'est pas pour les enfants. C'est particulier parce que moi aussi, pour dessiner, j'affectionne beaucoup justement le format européen, des pages un peu plus grandes, un peu plus de cases, moins de pages. Puis j'aime pas faire la couleur non plus, mais je pourrais pas faire une bande dessinée jeunesse. En tout cas, je sais que toi, Sophie, tu l'as fait, là, mais j'ai l'impression que ça ne décollerait pas mon truc si je le faisais en noir et blanc dans ce format-là. Après ça, il y aurait peut-être des études sociologiques à faire là-dessus, je sais pas. Là, mais... Comme on le dit, les enfants, qu'est-ce qui les capture visuellement? C'est les couleurs, les traits qui sont très gras, en fait, sur les personnages. Mais je pense aussi ce qui fait la beauté du manga, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, là, mais les trames, l'utilisation des trames, le travail de shading, je sais pas ce qu'on en français, là. J'ai un blanc de ombrage, éclairage, tout ça, là. Ouais, c'est quelque chose qui vient nous chercher en lisant les mangas que juste d'avoir un personnage avec ses contours noirs puis rien d'autre, tu sais. Ça ajoute aussi, bien sûr, de la profondeur dans les dessins. Autre chose. Sinon, je vais passer aux questions. Là, le public, ça se remplit? Ça s'est rempli? Ouais, ça veut. Oui, question. Ben oui, ça c'est notre... il nous reste 10 minutes. Donc, oui, voilà, le micro est là pour toi. Donc, vas-y. Est-ce que ça fonctionne? Je voulais juste savoir, que pensez-vous des bandes dessinées qui sont faites par des artistes japonais, mais qui ne sont pas des mangas? Par exemple, il y avait une BD récemment qui a été sortie par Marvel qui s'appelle Demon Days, qui a été dessinée et écrite par une artiste qui s'appelle Peach Momoko, et l'histoire, c'est à propos d'un univers alternatif où que le monde Marvel est combiné avec la mythologie japonaise. Je voulais savoir, que pensez-vous de ça? Je connais pas ça, mais tu sais, pour moi, manga, c'est l'équivalent de bande dessinée. Donc, en fait, je pense que c'est juste, on pense à un certain format parce que c'est ça qui a été popularisé, c'est ça qui a été commercialisé, mais c'est ça. Je pense que j'aimerais ça qu'il y ait moins une grande distinction entre manga et bande dessinée en général. Tu sais. Non, je suis d'accord parce que n'importe quel artiste qui est ici en fin de semaine, s'il va au Japon, il va se faire appeler mangaka. Donc, tu sais, manga, bande dessinée, les fumetti italiens, les comics, au final, c'est le même médium. Mais je comprends quand même la catégorisation en termes de format. Là. On dit manga, ben, tout de suite, on pense à quelque chose, même quand je disais roman graphique tantôt, tu sais, on a une image en tête. Mais plus précisément, par contre, je connais pas l'œuvre dont tu faisais référence. Mais ouais, je pense qu'au final, c'est toute la même chose, comme Sophie a dit. C'est subjectif. C'est très subjectif. Tu peux aimer ça, tu peux ne pas aimer ça. Le même phénomène contraire aussi, hein. Les auteurs plus nord-américains qui s'inspirent du manga, puis souvent, on pense que c'est des séries qui viennent du Japon, mais finalement, c'est vraiment des trucs qui ont été faits ici ou aux États-Unis ou même en Europe. Beaucoup de mes élèves me demandent, est-ce que Totally Spies est un manga? Est-ce que Avatar, The Last Airbender, est-ce que c'est un manga? Fait que, non. C'est important aussi pour les enfants de catégoriser. Parce que moi aussi, en atelier, des fois, ils disent, ah, ben, t'as-tu déjà fait un vrai manga? Ben, c'est de la bande dessinée, là. Ouch, mais oui! Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Soria? Non. J'ai pas très bien compris la question, en fait. C'est ce qu'on pense du fait qu'un auteur japonais fasse un comics, c'est ça? Non, juste même si le style du dessin est comme plutôt manga, je voulais juste savoir que vous pensez de genre on peut dire de la combinaison des deux cultures, genre transformé en un format. C'est ça, ce genre de truc. L'hybridation des formats maintenant, c'est génial ça. Hein. Parce qu'on arrive à un point où maintenant les auteurs et autrices de BD
sont inspirés par les mangas, mais pas que, comics, BD, et tout est mélangé maintenant. Donc quand on va acheter une BD, maintenant, c'est le grand format 46 pages qu'on avait sur Tintin. Maintenant, plus personne ne veut faire ça, quoi. Enfin, les jeunes, en tout cas, veulent faire des choses qui sont complètement différentes, que ce soit des formats 100 pages, en couleur, format comics, par exemple, c'est des objets qui sont très hybrides, et c'est super. Et c'est pareil au Japon, je pense qu'il n'y a pas que des gens qui veulent faire que des mangas classiques, format poche. Je pense qu'il y a un milieu indépendant, il y en a qui veulent faire aussi des comics et entre guillemets, des BD aussi, je pense. Puis, donc c'est super, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu parlais d'hybridation. Je pense que les formats, les styles, puis l'Internet a amené beaucoup que, justement, ça va se mélanger. Puis en animation aussi, tu regardes des Teen Titans de DC, ils ont quand même un petit look que je trouve assez manga. Mais ça date de longtemps, cette hybridation-là. Puis la France puis le Japon, ils ont des liens culturels quand même assez fort depuis la fin du 19e siècle, que ce soit les premiers Japonais qui sont allés enseigner les arts martiaux, ben c'était en France qu'ils sont allés. Après ça, tu regardes les gravures, là, les estampes japonaises, les ukiyo-e, avec un trait contour, ben là, ça s'est reflété dans l'art nouveau. Après ça, avec les Toulouse-Lautrec, les Moucha et compagnie. Donc là, ils se sont mis en Europe à faire des contours noirs autour de leurs illustrations. Puis là, quand on retombe dans du vieux manga, ben souvent, ben, ils vont avoir des gros nez, des gros yeux aussi. Donc, il y a une hybridation qui s'est toujours faite, une influence mutuelle, mais c'est sûr qu'avec l'Internet, comme tout, c'est x10, va encore plus vite. Hein. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait répondre à monsieur ici? Non? Merci pour ta question. Prochaine personne, j'ai 2 mains levées. Entre vous deux, qui veut y aller avant? Vas-y. Bonjour, merci. L'hybridation, c'est une bonne transition sur la question que j'ai à vous poser. Vous avez beaucoup parlé de vos influences liées au manga. Quelles sont vos autres inspirations, justement, que vous mêlez avec les codes du manga? Et en quoi, ils se mêlent bien ou est-ce qu'ils rentrent en rupture avec les codes du manga? C'est une excellente question. Je peux y aller. En fait, moi, je trouve que ça se mêle plutôt bien. Puis, au niveau de mes influences, comme j'expliquais tantôt, j'ai grandi à Joliette, fait que j'avais que du franco-belge, fait que c'était ça que je dessinais, c'est ça que je voulais faire. À un moment donné, j'ai découvert les mangas, ça l'a influencé. Puis, quand je suis déménagé à Montréal, ben là, j'ai eu accès à tout le côté anglophone plus comics. Puis même si j'ai jamais été super intéressé par l'histoire de Marvel puis de DC, je suis quand même tombé sur des trucs graphiquement très différents de ce que je connaissais des artistes australiens comme Ben Temple Smith, Ashley Wood, qui font du travail très texturé, mix médium. Puis quand on regarde, mettons, Vignation Ninja, mes pages en couleur, je vais chercher un petit peu cette texture-là, mais que je vais appliquer sur des personnages qui ont une influence manga avec des petits mentons pointus, des petits nez, grandes bouches. En tout cas, personnellement, je trouve que ça se mélange très bien, là, les différents styles, les différents rendus. Moi, je dirais que j'ai aussi beaucoup été influencée, bien sûr, par la bande dessinée québécoise et on peut penser aussi à de la bande dessinée plus indépendante francophone. Donc, tout ce qui est récit autobiographique, récit intimiste, beaucoup tout ce qui est aussi autopublication des artistes qui vont se permettre des styles de dessin plus éclaté, moins commercial et tout. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé. Puis, je sais pas, je trouve que les deux se parlent assez bien. Si on pense à qu'est-ce qui m'a inspiré du manga, c'est beaucoup, c'est ça, les récits qui parlent de la vie de tous les jours, le quotidien et tout. L'attention au dialogue. Même si c'est des sortes de bandes dessinées qui sont assez éloignées graphiquement, disons ça comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui se parle puis que moi, ça m'a rejoint les deux ensemble. Je sais pas si on peut parler aussi d'autres formes d'art, ouais. Bien sûr, oui. Ouais. Je l'ai pas précisé. Mais... Ouais, je vais en citer comme les jeux vidéo, je pense, qui est quand même une inspiration importante pour Tali, pour mon manga, notamment les JRPG. Je sais pas si vous aimez bien, comme Final Fantasy, des choses comme ça. Une grosse inspiration, les bandes-sons de ces jeux-là aussi. Quand je fais mon scénario, j'aime bien écouter Nobuo Uematsu, il s'appelle, je crois, le compositeur.
Et c'était les films aussi. J'aime beaucoup regarder des films. Je pense que c'est une grosse source d'inspiration. La Mélodie du bonheur. Je pense que c'est mon film préféré. Ben, je le regarde une fois par an, parfois 2 fois par an. La Liste de Schindler aussi. Pareil, je le regarde tous les ans. Le Parrain. Et bien sûr, Orgueil et Préjugés. Le film de Joe Wright, je trouve qu'ils ont fait une adaptation incroyable. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une grosse inspiration pour moi. Ouais. Merci beaucoup, Surya. Donc, il reste déjà 1 minute à la table ronde. J'avais une dernière intervention. Oui. Oui, oui, il y avait une autre question, mais tu avais aussi une question? Oui, je sais. Est-ce que... Ouais? Allô, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Oui. C'est pour vous remercier d'amener la question des genres, de questionner ça, autant dans la population auquel les livres sont adressés, que c'est toujours binaire finalement, donc de questionner puis voir jusqu'à quel point on est à l'aise avec ça, mais aussi les personnages féminins, comment ils sont toujours extrêmement stéréotypés. Moi, ça fait longtemps là, que je lis des BD. Là. Vous avez vu, j'ai des cheveux blancs. Là. Donc, il y a encore des trucs qui restent les mêmes, même 40 ans plus tard. Je me dis, c'est l'occasion, par le biais de la BD au sens large, de poser des questions, puis voir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est pas, et qu'est-ce qu'on peut faire à petite et à grande échelle. Donc, merci pour ça. Ben, ça fait plaisir. Puis, en effet, on n'a pas de contrôle sur la culture et la sociologie japonaise, mais nous, on peut se questionner par rapport à ça au Québec en 2023. Je vais faire un truc qui se rapproche de ce que j'aime dans le manga et tout, mais je suis capable d'aller au-delà de ces stéréotypes-là, puis de cette catégorisation-là, puis de dépasser ça. Puis ça, je pense que c'est important, là. Même si on tripe sur des trucs qui sont très, très binaires, très, pas tout le temps positifs au niveau de l'image de la femme, même si on a grandi avec ça, puis qu'on veut faire quelque chose qui s'inspire de ça, je pense qu'on a la responsabilité aussi d'aller outre ça, là. Donc voilà, je pense que ça conclut notre table ronde. Merci beaucoup aux artistes, donc Sophie Bédard, Olivier Carpentier, Surya Siajak. Merci encore. Précis à l'animation. Merci. Donc, merci bien sûr à tous ceux qui ont assisté à la table ronde. J'espère que vous passez un bon festival. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci.